Donc j'aimerais remercier, pour commencer, Frédéric Tabet, qui depuis très longtemps supporte mes élucubrations à propos du décapité récalcitrant, et en particulier mon désir très ancien de remonter le décapité récalcitrant sur scène. Et je voudrais aussi remercier Laurent Manoni et Jacques Maltête, qui m'ont fait confiance il y a une vingtaine d'années, lors de l'exposition Méliès à la Cinémathèque, enfin de la Cinémathèque à l'Espace Electra. Ils m'ont demandé de réaliser des maquettes virtuelles. Bon, c'est un nom un peu ronflant pour dire que je faisais des reconstitutions 3D au fond d'un ordinateur. Donc ils m'ont demandé de réaliser des maquettes virtuelles du studio de Montreuil et du théâtre Robert Houdin. Bon, ils devaient être à peu près satisfaits parce que, en cours de route, j'ai reçu un coup de téléphone de Laurent Manodi qui me demandait de réaliser une troisième maquette représentant le géant des neiges. Vous savez, cette immense marionnette qui est dans le film À la conquête du pôle. Alors j'ai accepté. Et puis j'ai commencé à regarder vaguement des images. Celle-ci, celle-là. Alors ça, c'est un dessin qui date des années 30, c'est-à-dire à peu près 20 ans après le tournage. Et le lendemain, c'est Jacques Maltête qui m'appelait. Alors, tu as accepté? Tu as regardé les dessins? Bon, vaguement. Tu n'as rien remarqué? Je sais pas trop. Regarde bien les dessins, à vue de nez. Tu dirais que la passerelle, elle est à quelle hauteur? Bah, c'est difficile à dire précisément avec ce genre de dessin, mais là, à gauche, il y a un type qui est debout, redressé de toute sa hauteur, on va dire qu'il fait 1m70. Donc, sous la passerelle, il fait 12 mètres, 14 mètres au-dessus de la passerelle. Et là, Jacques Maltête me répond, oui, c'est peut-être ça. Et tu te souviens? Le point le plus haut du studio de Montreuil, celui où a été tournée cette scène, c'est 7,80 m. Voilà. C'est ainsi que j'ai appris à me méfier de Méliès. Et donc, c'est avec cet esprit un peu mal tourné que j'ai commencé à regarder d'autres dessins de Méliès. Par exemple, Méliès décrit des trappes, tout un système de trappes du théâtre Robert Houdin, avec quelques schémas à l'appui. Alors, c'est dans la revue Passé Muscade dont on a parlé tout à l'heure, mais enfin, il faut que vous compreniez bien que c'est une petite revue confidentielle destinée uniquement aux magiciens, c'est-à-dire que c'est presque une revue secrète. Et là-dedans, Méliès explique comment est disposé le théâtre Robert Houdin. Mais avant toute chose, pour que vous compreniez bien, je pense qu'il faut que je vous explique ce qu'est une trappe au théâtre. Parce que ce n'est pas juste un trou dans le sol. Une trappe, c'est comme un iceberg. Le plus important, c'est ce qui est en dessous. Ça, c'est une trappe qui vient d'un ouvrage qui s'appelle Le Moinet. Donc, c'est contemporain de Méliès. Et vous voyez que c'est plutôt compliqué. Et pourtant, ce schéma de trappe est extrêmement simplifié. Par exemple, il manque une partie très importante qui est le tiroir, qui est en haut, qui devrait fermer la trappe. D'un autre côté, il y a un seul machiniste. Et je peux vous dire qu'une trappe comme ça, il faut 3-4 machinistes pour la faire marcher. Donc quoi? Oui, donc ça, c'est une trappe ordinaire de théâtre. Alors évidemment, il y avait des trappes plus simples, mais même une trappe rudimentaire au théâtre, elle doit avoir certaines qualités. Elle doit être invisible, elle doit être silencieuse, elle doit être rapide, et elle doit être sûre. Par exemple, il faut qu'on puisse marcher dessus sans tomber dedans. Donc toutes ces qualités ensemble, ça fait que c'est une chose difficile à construire. Et même une trappe simplifiée, c'est jamais une mince affaire au théâtre. Or, comme vous l'avez appris ce matin, où le théâtre Robert Houdin était un appartement qui était coincé au 2e étage, il n'était pas question de creuser en dessous ou au-dessus. Et en fait, il faisait 4 mètres de hauteur. Ça, c'est une coupe du théâtre Robert Houdin qui a été établie
par Jacques Maltête. Et sur la gauche, on voit numéro 2, que la scène du théâtre Robert-Houdin, finalement, n'était qu'une estrade qui était construite par-dessus le plancher de l'appartement. Et d'après Jacques Maltête, c'était certainement surélevé de 50 cm, 60 au grand maximum. Et comme Méliès l'a dit lui-même, il y avait insuffisance de dessous. 50 cm, 60. Cette estrade-là fait 40. C'est important pour la suite. Et l'installation des trappes, des célèbres trappes du théâtre Robert-Houdin, en fait, n'a pas grand-chose à voir avec les trappes de théâtre ordinaires. En réalité, ces trappes ressemblent plutôt à celles qu'on trouve dans certaines boutiques et qui permettent d'accéder aux réserves. Parce que les dessous de la scène du théâtre Robert-Houdin étaient avant tout un espace de rangement. Alors voilà le schéma qui illustre l'article de Méliès. Il est d'abord important de noter que ce dessin est signé à Venture. Alors, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas un des nombreux pseudonymes de Méliès. Parce que Aventure, c'est monsieur César Ventura, magicien niçois et illustrateur officiel de Passé Muscade. Et donc ce dessin et tous ceux qui suivent ne sont pas de la main de Méliès. Pourquoi Méliès ne les a pas dessinés lui-même, ça c'est un mystère. Mais en tout cas, on peut imaginer qu'il devait faire des petits croquis rapides, comme ceux qu'on a vus tout à l'heure à propos de l'armoire des Davenport, que ces petits croquis étaient envoyés à Nice, où A. Aventure faisait les dessins définitifs, et ensuite tout ça a été renvoyé à Lyon, où était édité Passé Muscade. Et avec un peu de malchance, il y avait un cycle de plus parce que Méliès devait les valider, etc., etc. Donc ce ne sont pas des dessins de première main, et ça peut expliquer beaucoup de choses en cours de route. Alors examinons ces trappes. Pour commencer, il faut savoir que les traits pleins représentent l'espace de jeu, et les traits pointillés, c'est l'ensemble de l'estrade, y compris les coulisses. A, B, C, D, ce sont des trappes qui s'ouvrent vers le haut. Elles pivotent. D'ailleurs, on voit les charnières qui sont dessinées sur le côté. En bas, comme c'est marqué, c'est une partie fixe, c'est le proscenium. C'est très souvent dans les théâtres, le proscenium est fixe. La partie H, tout en haut, au milieu, est aussi une partie fixe. Mais comme ça se fait souvent dans les théâtres, cette partie fixe peut se changer. C'est-à-dire qu'on peut mettre une partie de plancher qui sera trouée d'une trappe, comme c'est indiqué sur ce dessin, une petite trappe, ou changer pour une grande trappe, ou changer pour pas de trappe du tout. Mais la partie la plus intéressante est composée de F et G. Et là, c'est peut-être un peu mystérieux, parce qu'il y a marqué table et trappe de la table. Alors, en fait, ces trappes servaient à ranger, encore une fois, il n'est question que de rangement dans cette histoire, permettait de ranger la table du milieu, qui passait dans les dessous. Comme l'essentiel de l'arrangement de la scène, cette table du milieu est un héritage de Robert Houdin. Et on la voit sur cette photo de scène. On peut voir d'ailleurs une table du milieu très semblable, mais pas similaire, dans le musée. Alors, elle est particulièrement encombrante et lourde, elle est massive, et c'est normal parce qu'elle sert de démonstration d'automates. Certains, d'ailleurs, sont des automates à pédales, c'est-à-dire qu'ils sont truqués. Ils sont actionnés par des tiges et des fils qui passent dans le sol et courent jusqu'en coulisses, où ils sont manœuvrés par un assistant. Alors, ces connexions et ce poids faisaient que cette table était difficile à sortir de scène. Donc, rideau fermé, Robert Houdin a imaginé que la table pouvait être rangée dans les dessous grâce à des trappes pivotantes. Donc ça permet de ranger très rapidement la table.
et surtout de ne pas la déconnecter, parce qu'il y avait à peu près une douzaine de fils de pédales. Alors au théâtre, on ne dit jamais corde, donc fil, souvent c'est des gros machins, ça peut être des câbles, c'est pas des fils à coudre. Alors si on examine le dessin de plus près, si on essaye de faire fonctionner tout ça, on s'aperçoit qu'il manque quand même quelque chose. C'est le fond de la trappe, c'est-à-dire le vrai plancher du théâtre Robert Houdin, qui n'est pas du tout indiqué. Alors essayons de trouver où il peut être. On sait que la table va basculer, donc elle ne peut pas avoir plus que 60 cm. Et encore, je suis gentil, peut-être que c'était 50. En même temps, faire moins, 40 ou 30, ça serait ridicule pour une table comme ça. Et puis on ne pourrait pas mettre les automates dessus. Donc on va partir de l'hypothèse la meilleure, qui est qu'elle fait 60 cm. Et une fois qu'on a trouvé ces 60 cm là-haut, il devient très simple de placer le plancher. Et maintenant, nous pouvons ranger notre table. Et ça ne marche pas. Alors, pourquoi? Parce que le dessin est faux. Qu'est-ce qui est faux là-dedans? C'est le dessin de la trappe. Tout simplement, la trappe devrait être réduite à la taille de la table, et uniquement la taille de la table. Et là, miracle, ça marche. Alors, je pense que certains vont penser que je coupe les cheveux en 4, que ça n'a pas beaucoup de différence, etc. Alors à cela, je répondrai que si on compare les deux tailles de trappe, on a quand même 45% de plus. C'est pas négligeable. Et en plus, moi, toujours avec cette idée de regarder les choses en voulant refaire le décapité récalcitrant, moi, je suis intéressé par tous ces petits détails qui vont permettre de monter le tour. Et sachant que la taille est différente, si cette trappe est plus petite, les autres trappes sont plus grandes. C'est-à-dire que tout bouge. Si la trappe est plus grande en haut, le trapillon peut changer de place. Les meubles peuvent changer de place. Donc tout ça est quand même plus important qu'il n'en a l'air. Bon, je sens que je ne vous ai pas convaincu. Donc j'ai passé directement au décapité récalcitrant. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une pièce de théâtre magique. Je vous l'ai déjà dit un peu tout à l'heure, mais je le redis parce qu'on ne le dira jamais assez. Comme son nom l'indique, le théâtre magique combine une intrigue de théâtre avec des effets magiques. Et tout l'art consiste à respecter la logique des deux langages afin d'avoir à la fois un récit intéressant et des effets mystérieux. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup s'y sont cassés le nez. Alors ce sketch de Méliès a été longtemps à l'affiche du théâtre Robert Houdin, à peu près 1200 représentations, et il n'était jamais joué seul car il durait une vingtaine de minutes. Des articles de presse le qualifient de truc cocasse et d'une gaieté endiablée, qui excite au plus haut degré l'hilarité des spectateurs. Et en effet, toutes les sources nous indiquent que le rythme était soutenu avec des rebondissements, des courses-poursuites et beaucoup de pitreries. Méliès nous raconte qu'à la fin de la séquence précédente, une bouffonnerie spirit, un spectateur en colère interpelle l'opérateur et lui reproche de profaner les mystères les plus sacrés du spiritisme. Alors, le démonstrateur, grand prince, accepte la polémique et il invite le perturbateur à monter sur scène pour défendre son point de vue. Très mauvaise idée. Le bonhomme s'incruste et il commence un long discours sur l'histoire du spiritisme. Et excédé pour le faire taire, le magicien finit par lui couper la tête. Malheureusement, la tête continue à parler. Alors après bien des aventures, le décapité retrouve sa tête,
mais il harangue toujours le public, alors on le pend, et dans un dernier sursaut, il reprend son discours pendant que le rideau tombe. Alors, un certain nombre de sources nous renseignent sur ce sketch, entre autres des affiches, des dessins, des photos, et surtout sa description par Méliès. Cela en fait le sketch le magique le mieux documenté de Méliès. Cependant, il nous manque des éléments pas négligeables du tout. Par exemple, nous n'avons pas le texte de cette scénette, bien que Méliès nous ait donné quelques répliques. Or, le propos majeur de ce sketch, c'est précisément le langage, puisque le décapité n'est autre qu'un incorrigible bavard qu'on tente de faire taire. Méliès n'écrit donc ce sketch en 1928, 14 ans après la fermeture du théâtre Robert-Houdin, dans Passé Muscade, encore une fois, revue pour magicien. Dans une grande partie de la description, il parle des effets et des trucages. Et on peut soupçonner que certaines péripéties ont été omises. D'ailleurs, Méliès nous dit « Je me suis borné ci-dessous aux répliques indispensables en supprimant tout dialogue qui était d'une folle gaieté. Cela m'eût entraîné trop loin car cet article était déjà fort long. » Et il précise « tout en indiquant seulement la marge du tour ». Alors voyons quelques documents. Pour commencer, un document que vous avez déjà vu ce matin, le protège-cahier, qui indique quand même un énorme succès pour ce sketch. Ensuite, une affiche du théâtre Robert-Houdin. Évidemment, ces deux documents nous montrent les meilleurs moments du décapité. La scène centrale de l'affiche représente le premier effet, la décapitation. On y remarque un personnage dont on parle peu, mais qui est très important. C'est le servant de scène. C'est un élément comique essentiel, parce que ces trois personnages de magiciens, le décapité et le servant, fonctionnaient comme un trio de clowns. On peut remarquer aussi que la décapitation a lieu à genoux et que le magicien a un grand couteau. Sur le cahier, on a aussi la décapitation. Mais cette fois-ci, le décapité est assis et le magicien a un sabre. Au-dessus, la poursuite. Un squelette vivant, c'est normal, hein, on est chez les spirites. Un squelette vivant a volé la tête coupée. On peut remarquer qu'il y a un chien qui galope sur le côté de cette cavalcade. Et si on continue le jeu des 7 erreurs, vous allez voir que l'ordre des poursuivants n'est pas le même que sur l'affiche. Ici, ça commence par le magicien, ensuite le servant, et pour finir, le décapité. Sur l'affiche, d'abord le décapité, ensuite le magicien, et après le servant. On retrouve le chien, mais en plus, il y a un singe. Alors, toutes ces différences font penser qu'il s'agit de deux documents indépendants. L'un n'a pas été fait à partir de l'autre. C'est donc très intéressant de voir ce qui est sur l'un, ce qui est sur l'autre, et surtout ce qui est sur les deux. Alors, continuons notre petite exploration. Finalement, le décapité arrive à retrouver, à rattraper le squelette. Tout ça se passe en coulisses. Et il revient avec la tête. Mais malheureusement, il s'est trompé de tête. Normal, il ne voit rien, nous dit Méliès. Et il revient avec, sur les épaules, le crâne du squelette. Ça, c'est sur le cahier. Mais ce n'est pas sur l'affiche. Sur l'affiche, par contre, on a la scène finale, la pendaison. Elle s'étale sur tout le côté gauche. C'est-à-dire qu'en bas, on a le servant de scène qui tire sur une corde, un peu comme un sonneur de cloche, et tout en haut, il y a le décapité qui est hissé en haut du théâtre Robert-Houdin. 4 mètres. Hein. Et ça, c'est pas sur le cahier d'école. Par contre,
regardez, il y a une dernière chose sur l'affiche. C'est le magicien qui arrose la tête du décapité, qui est dans une bassine. Et cette petite scène se trouve aussi sur le cahier d'école. Ce qui prouve que c'est une scène quand même essentielle dans le sketch, qui devait beaucoup marquer. Mais cette scène n'est absolument pas dans le texte de Méliès. Il n'est jamais question d'une tête arrosée dans Passé Muscade. Il est bien question, vous allez le voir, d'une bassine, mais pas d'arrosage. C'était pareil pour le chien. Jamais on a su s'il y avait un chien qui était au théâtre Robert Houdin. Alors tous ces éléments orphelins me font penser que certaines péripéties ont été omises dans la description. Combien, c'est ça le problème. En tout cas, ce sont des actions qui pourraient être très importantes dans le récit, qui sont importantes au niveau théâtral, mais qui sont sans intérêt sur le plan magique. Alors, ça ne s'est pas retrouvé dans cette revue de magie. Et d'autre part, si on considère le rythme endiablé du décapité récalcitrant, les illusions décrites ne pouvaient vraiment pas remplir 20 minutes. Alors, contrairement aux apparences, je crois que nous ne connaissons pas du tout l'ensemble du synopsis du décapité. Voyons maintenant 3 photos qui illustrent l'article de Passé Muscade. Elles nous montrent l'ensemble de la scène. Elles n'ont pas été prises au cours d'une représentation parce qu'il n'y avait pas assez de lumière au théâtre. Ce sont des photos posées au studio de Montreuil. Ce que je trouve frappant, c'est l'importance des meubles, qui n'apparaissent absolument pas sur l'affiche ou le cahier. Le meuble de gauche est appelé le sarcophage. 3 photos, vous allez voir, il est dans 3 positions différentes. Je recommence. Or, d'après le texte, ce sarcophage ne bouge jamais du côté gauche. Et en plus, d'après moi, sur aucune de ces photos, il n'est au bon endroit. Alors bien sûr, grâce à ces photos, on apprend beaucoup de choses du décapité. On est vraiment très content de les avoir. Mais malheureusement, comme nous prouve la petite valse du sarcophage, on ne peut pas en déduire la place exacte des meubles sur la scène du théâtre Robert Houdin. Alors ensuite viennent une série de dessins qui illustrent les effets magiques et expliquent leur méthode. Toutes ces illustrations sont signées A. Venture. Pour commencer, un schéma qui montre comment réaliser le corps sans tête avec un enfant dans un costume de décapité. Extrêmement simple, extrêmement classique, et Méliès nous dit en B, fausse tête détachable du cou par déclenchement. Ensuite, le meuble vitré qui est appelé aussi le buffet ou le pupitre. À gauche, les faits, à droite, l'explication. Alors, extrêmement simple. Le pupitre est creux, il y a un trou, on passe la tête arrive dans la boîte. Quand on ouvre le couvercle, le décapité se met à hurler le début de sa conférence, du temps des Grecs, du temps des Romains. Alors à ce moment-là, on referme la boîte, et si on la rouvre, tout de suite le décapité hurle du temps des Grecs, du temps des Romains. Et vous remarquerez qu'à côté, il y a la bassine, et il y a la cruche, il y a tout ce qu'il faut pour arroser le décapité. Mais dans le texte, il n'est absolument pas question, encore une fois, de cet arrosage. Ensuite, la poursuite. Alors ce schéma montre comment le squelette est animé. Il est suspendu à un chariot qui roule sur des rails de cour à jardin. Et à chaque tour de roue, des fils excentrés soulèvent alternativement les genoux. Très bel effet qu'on avait reconstitué il y a une vingtaine d'années dans cette exposition Electra. Et c'était magnifique. À mon avis, c'est du grand Méliès. Ensuite vient le sarcophage, dans lequel le décapité retrouve soudain sa tête. Si vous regardez à droite, le masque du crâne s'escamote brusquement dans le plafond du sarcophage. Encore une fois, très très simple, mais efficace.
Puis vient le meuble du Moyen-Âge, aussi appelé l'armoire gothique. C'est une illusion à miroir, c'est le gros morceau, et je ne vous en parlerai pas maintenant. Et pour finir, la pendaison finale, rien de plus classique, nous aussi, c'est un harnais comme on en a fait dans tous les théâtres. Et Méliès note la dernière réplique, mais avant de partir dans l'autre monde, permettez-moi de vous dire que du temps des Grecs, du temps des Romains, etc., etc., et là, le rideau tombait. Alors, j'ai essayé de replacer tous ces éléments précédents sur... Oui, il nous fournit aussi un plan. Très important, un plan de scène, avec tous ces accessoires. Donc, vous retrouvez le sarcophage, le buffet, le meuble gothique, mais vous pouvez aussi découvrir une chaise, et puis tout en bas, vous voyez un guéridon. Et Méliès aussi note 3 positions, illusionniste, professeur, servant. Et surtout, il a noté tous les déplacements, dans tous les sens, c'est très touffu, tous les déplacements des 2 premiers mouvements. Moi, je suis un peu étonné parce que quand je vois tout ça, savoir que c'est juste le début du sketch, ça devait être très, 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 très agité. Alors, j'ai essayé de replacer tous ces éléments sur les éléments précédents sur le plan. La première chose à faire, c'est d'effacer les déplacements et puis de monter le décor. Et ensuite, on peut placer les meubles. Donc, vous les reconnaissez. Et voilà, et on ferme les portes parce que, comme ça, on voit quel est l'encombrement. Et si on ajoute 3 interprètes, vous pouvez voir que la petite scène du théâtre Robert Houdin est vite remplie. Et donc, sachant que tout ce monde-là va courir dans tous les sens, va se poursuivre, va tenter de s'éviter, on comprend que les déplacements sont vraiment millimétrés. Alors, parmi tous ces déplacements, il y en a un qui m'a vraiment tiré l'œil, qui m'a beaucoup intéressé. C'est celui du passage de la tête coupée du buffet au meuble gothique. Je vous explique. Sur le buffet, il y a la boîte. Et dans la boîte, il y a la tête. Je vous l'ai noté en rouge, comme ça, vous pouvez la voir. À un moment, donc la tête parle, elle dit « du temps des Grecs, du temps des Romains ». Évidemment, on referme la boîte et un des personnages retire la boîte. Il se passe ensuite beaucoup de choses, dont cette poursuite, dont je m'en lasse pas. Et après un temps, l'armoire est amenée au milieu, elle s'ouvre, on remet la boîte sur l'étagère, on ouvre la boîte, et là, du temps des Grecs, du temps des Romains, et puis ça continue. Et donc, tout le problème, c'est de savoir comment cette tête passe, et donc le corps qui va avec, qui est dissimulé, comment cette tête passe du pupitre à l'armoire. Alors, Méliès nous dit, le vrai professeur, n'ayant plus rien à faire dans le buffet, passe par le dessous du théâtre et vient remonter par une trappe de plancher derrière le meuble gothique pour être prêt à mettre sa tête dans la boîte dès qu'on la place sur la tablette. D'après le dessin représentant le plancher du théâtre Robert Houdin, il y a une trappe à l'arrière de l'installation. Si on tient compte de la rectification de tout à l'heure, je vous rappelle, et d'après le texte, l'armoire gothique arrive ici, donc la trappe, dans ce cas-là, serait au bon endroit. Et donc le passage par cette trappe est assez séduisant. Mais nous avons également vu qu'une trappe, même rudimentaire, n'est pas une mince affaire. Or, d'après cette description, il fallait installer 2 trappes, une deuxième trappe en coulisses derrière le meuble, ici. Et c'est un passage étroit, et c'est un grand passage, on passe beaucoup.
et il fallait aller d'une trappe à l'autre. Or, nous avons vu que la scène du théâtre Robert Houdin n'est qu'à 50 ou 60 centimètres. 60. Il fallait aussi tenir compte du fait que, comme il se doit, la scène était solidement charpentée. D'ailleurs, dans une description du théâtre de Méliès, nous dit « Le décor, solidement construit, était monté à demeure sur de fortes poutres, de manière à éviter que le public ne le vît remuer. La scène était donc solidement soutenue par des poutres et des solives entrecroisées qui réduisaient la hauteur utile des dessous. Et certains passages ne devaient pas dépasser les 40 à 50 centimètres, peut-être 30. Et donc, il devait être assez malaisé de se déplacer dans ces dessous, surtout avec une grande robe de décapité. Alors, d'un autre côté, si on regarde, le meuble vitré, il est placé à moitié devant la grande baie. Il est idéalement placé pour accéder aux coulisses. L'armoire gothique, c'est pareil. Elle est également dans une excellente position pour passer discrètement aux coulisses. Donc, c'est difficile de penser que c'est un hasard parce que ça permet un parcours très simple et rapide. Voilà, franchement, je serais très étonné que ça ne soit pas la méthode qu'a utilisée Méliès. Alors, ça ne veut pas dire que personne n'est jamais passé par les dessous du théâtre, mais je pense que c'était un chemin qui était rarement emprunté et que ceux qui l'utilisaient étaient des enfants, parce que les dessous étaient à leur taille. Alors, avant de passer à l'armoire gothique proprement dite, j'aimerais éclaircir un point, parce que certains d'entre vous, en voyant la position relative des deux meubles, ont dû se demander pourquoi ne pas emprunter un chemin encore plus simple, en passant directement derrière l'armoire une fois qu'elle est placée au centre de la scène. C'est-à-dire ceci. Certains ont dû y penser. Eh bien, le problème, c'est que cette vision est frontale. C'est ce que voit un spectateur assis au milieu de la salle. Mais le public, il s'étale de la cour au jardin. Et voilà ce qui se passe lorsqu'on est assis côté cour. Vu. Passons du côté jardin. Revu. Donc, cette méthode ne peut pas illusionner, et c'est certainement pas cela que Méliès a fait. Ce petit point éclairci, nous allons maintenant passer à l'armoire gothique. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Elle est ici. Elle nous est parvenue. Elle est dans le musée de la Cinémathèque, et vous pouvez l'admirer. C'est une illusion à miroir, simple, classique, mais à mon avis, très bien conçue, particulièrement en ce qui concerne les proportions et les camouflages. Alors reprenons le dessin explicatif de Passé Muscade. Le public est à gauche. En A, il y a un miroir, donc le public ne peut pas voir ce qui se passe derrière. Par contre, tout ce qui est en dessous du miroir, c'est-à-dire la lanterne et le fond de l'armoire, se reflète derrière le miroir. Alors, vue du public, cela donne ceci. Si on te met de côté, ça se passait comme ça. Alors, vous remarquerez que mon petit personnage n'est pas exactement dans la même position que ce qui est dessiné par Méliès. J'y reviendrai tout à l'heure. Tranquillisez-vous. Alors, le problème que j'ai avec cette armoire concerne la lanterne. Ce n'est pas l'existence de cette lanterne qui me chagrine, bien qu'elle ne soit dans aucune photo de scène. Bien qu'on puisse imaginer, mais à mon avis, ça serait moins bien, de faire le même effet sans lanterne. Et puis,
Ça peut sembler curieux quand même de placer une lanterne dans une armoire. Non ? En tout cas, c'était une pratique courante chez les magiciens de placer un éclairage dans ou sous un meuble à miroir, spécialement à cette époque. Par exemple, sous la classique table à miroir, on plaçait souvent un chandelier et ça permettait de résoudre beaucoup de problèmes. Et en fait, quand on réfléchit, dans le cas d'une tête sans corps, pour que l'effet soit intéressant, il faut que le public voit qu'il n'y a pas de corps sous la tête. Donc ici, si la tête est posée sur la table, il faut qu'on voit sous la table. Donc, il est assez important d'éclairer sous la table. D'ailleurs, dans l'armoire, si on retire la lanterne, tout devient obscur et l'effet est quand même beaucoup moins bon. Non, le problème que j'ai avec cette lanterne, c'est ce que Méliès en dit dans Passé Muscade. La construction du meuble, indiquée dans la figure 5, montre comment le corps du personnage est dissimulé par une glace à 45 degrés et comment la vraie lanterne, que le public voyait au fond de la scène avant le placement du meuble, se trouve remplacée par une image virtuelle d'une deuxième lanterne placée en B dans le meuble et se reflétant dans la glace exactement à la place qu'occupait la première. D'accord ? Donc, d'après Méliès, il y aurait une vraie lanterne dans le décor, et c'est elle que le public est censé voir à travers l'armoire, qui semble complètement ouverte. Alors essayons. Il faut d'abord placer la vraie lanterne, celle du décor. Bon, elle est au fond de la scène, au milieu, comme l'armoire, et sa hauteur permet de l'apercevoir au-dessus de la tablette. Donc, elle ne peut être qu'ici. Quant à l'armoire, d'après Méliès, elle est là. Et lorsqu'on regarde dans l'armoire, on voit une lanterne. Mais tout le problème, c'est, avons-nous réellement l'illusion qu'il s'agit de la lanterne du fond de scène ? Alors, j'ai préparé 2 simulations en parallèle. À droite, l'armoire avec son trucage, c'est-à-dire que la lanterne qu'on voit est l'image virtuelle d'une lanterne placée dans le fond de l'armoire. À gauche, on voit la vraie lanterne qui est accrochée sur le décor. Pour ça, j'ai retiré le miroir et j'ai retiré le corps du décapité. Voilà. Et le problème qu'on va rencontrer, eh ben, nous l'avons déjà vu. C'est que c'est une vision frontale. C'est ce que voit un spectateur assis au milieu de la salle. Mais un public s'étale de la cour au jardin. Et voilà ce que l'on peut voir lorsqu'on est placé légèrement sur le côté et franchement sur le côté. Alors, je vous propose de revoir cette séquence parce que il y en a 2 à voir à la fois, c'est compliqué. Et on va s'arrêter un peu plus. Donc, de face, on peut dire qu'il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème d'ajustement. Quand on tourne un peu, c'est une sensation qu'on n'a pas sur un écran, aussi grand soit-il. C'est plat, mais dans une vraie salle de spectacle, on commence à se dire qu'il y a quelque chose de bizarre parce que tout ça n'est pas aligné exactement comme il faut. Si on va aller beaucoup plus loin, un peu plus loin, je n'ai pas caché la lanterne complètement pour qu'on sache encore où elle est, mais normalement, la lanterne devrait disparaître. Et elle est toujours, dans le trucage, elle est toujours plus ou moins au milieu. Et là, ça commence à sentir le roussi. Et si on va beaucoup plus loin sur le côté, catastrophe, tout d'un coup, on a 2 lanternes. C'est un très joli tour d'apparition de lanterne, mais ce n'est pas le propos. Donc, je pense qu'il y avait une lanterne, mais pas comme ça. Mais d'autre part, j'ai oublié, j'ai d'autres arguments irréfutables. Même dans l'axe, il y a environ 2 mètres de décalage entre les 2 lanternes. C'est beaucoup. Et je doute qu'on prenne une lanterne pour l'autre. Bien sûr, on peut se laisser illusionner par des fausses perspectives, mais il y a des limites quand même.
Et en plus, je pense que si cette histoire de deuxième lanterne était vraie, le dessin explicatif de l'armoire n'aurait pas été fait comme ça. Il aurait été différent. Le personnage aurait été dessiné dans une autre pose, car on aurait placé la lanterne beaucoup plus bas, le plus bas possible, pratiquement au sol. Et ainsi, on aurait eu l'impression que le reflet de la lanterne était derrière l'armoire. Alors, ça génère d'autres problèmes optiques que je ne vais pas expliquer maintenant parce que tout ça est très long et c'est un peu compliqué. Mais je voudrais simplement attirer votre attention sur le fait que la lanterne, celle qui est en noir dans ce dessin, donc, a été dessinée à une place qui est idéale pour donner l'impression qu'elle est suspendue à l'étagère. Et à mon avis, c'était bien l'idée initiale. C'était bien ce qui était montré au théâtre Robert Houdin. Alors, encore une fois, Méliès a magnifié la réalité. Il a décrit ce qu'il imaginait plutôt que ce que les circonstances l'obligeaient à faire. Et dans ce cas précis, je pense que Méliès a enjolivé la description de ses illusions parce qu'il écrivait dans un journal destiné aux magiciens. Et il me paraît significatif que dès le début de l'article, Méliès écrive « Il ne s'agissait d'ailleurs que d'une série d'illusions que je qualifierais de grosse cavalerie. » Il semble s'excuser auprès de ses confrères de ne décrire que des tours connus. Or, pour ma part, je pense que c'est inutile, parce que c'est précisément ce choix de méthode simple qui lui permet d'obtenir la vivacité d'exécution qui a fait le succès du décapité récalcitrant. Et voilà.